Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasombo. Les principaux titres de ce journal du 27 juillet 2021, il demande au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour se protéger contre la Covid-19. Les habitants du nord du pays sont effrayés par la propagation à grande échelle du coronavirus. Et les bâtiments du CNDD-FDD échappent à la destruction des constructions anarchiques dans la ville d'Ongozi. La RPA a fait le tour des localités où sont érigées ces constructions du parti au pouvoir. Et les assassinats se font toujours signaler dans différents coins du pays. Nous allons en parler au début du journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Parlons sécurité pour commencer. Il y a eu découverte ce matin du corps d'un homme tout près du marché de Rukago. Nous sommes en commune Gahombo de la province Kayanza. Selon des sources administratives, la victime prestait dans un bar de la place. 4 personnes qui travaillent dans les environs du dit bistrot ont été appréhendées pour des raisons d'enquête. Une information confirmée par Silver Nunzonayo, administrateur de la commune Gahombo. Une femme du nom de Deborah Haviambere, âgée de 45 ans, a été tuée, poignardée par un certain Jean-Marie Nkunzimana. Nous sommes cette fois-ci sur la colline Rusange au quartier Runanira 3, plus précisément au chef-lieu de la province Kirundo. C'était hier après-midi. La victime était ressortissante de la commune province Muyinga. Elle était venue chercher de l'emploi avec son mari du nom de Vital Miburo à Kirundo, chez une certaine Rose Miburo, âgée de 80 ans. Le présumé auteur de l'assassinat, qui se trouve être le fils de cette vieille femme, a déjà été appréhendé. Toujours au chef-lieu de la province Kirundo, dans le même quartier de Runanira 3, un certain Asmani Ndaizeye, âgé de 40 ans, originaire de la colline Rugero, a été poignardé par des gens non encore identifiés. Selon nos sources à Kirundo, la victime aurait été tuée par la population locale qui l'accusait de faire partie d'un groupe de voleurs. Les administratifs à Kirundo ont aussitôt lancé un appel à la population leur demandant de ne plus se faire justice. Toujours à Kirundo, cette fois-ci sur la colline Marembo, zone Gisenyi, en commune Busoni, un habitant a été tué par son cousin dans la nuit de dimanche. Selon les habitants de cette colline, l'auteur de l'assassinat avait trop bu. Le point avec Emmanuel Niungeko. Cet habitant tué dans la nuit de dimanche s'appelait Faustin Daishimiye, âgé de 45 ans. Cet assassinat a été commis par son cousin nommé Alphonse Zeimana, âgé de 32 ans, selon les témoins. Les faits se sont déroulés sur la colline Marembo, zone Gisenyi, en commune Busoni de la province Kirundo. Les habitants de cette colline indiquent que l'auteur de l'assassinat avait trop bu. À l'origine, ce sont des boissons alcoolisées qu'Alphonse avait consommées. Il s'en est pris alors à son cousin Faustin, l'accusant de déstabiliser sa famille. Ensuite, il l'a frappé à l'aide d'un gourdin et il est mort sur le champ. Le nommé Alphonse Nzeimana a été arrêté et se trouve pour le moment dans les mains des corps de sécurité. Nombreuses de ces boissons sont fabriquées dans d'autres localités et elles sont ensuite mélangées avant d'être consommées. Il y a des boissons dites Meregwaneza qui sont produites sur cette même colline Marembo et d'autres qui proviennent d'ailleurs, dont Furaha, Kanyanga et Karibu. Ils nous disent qu'elles sont vendues légalement. Les gens les mélangent avant de les consommer et leur causent des problèmes. La population de la colline Marembo demande l'arrêt du commerce de ce genre de boissons vu que ceux qui les prennent deviennent inconscients.
Même l'auteur de son meurtre, qui a été retrouvé endormi à son domicile, ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait la veille. Donc, vous comprenez que c'est grave. Et puis, ceux qui vendent ces boissons les achètent et les stockent dans leur boutique. La bouteille la plus chère coûte entre 800 et 1000 francs burundais, ce qui fait que les gens se livrent à ces drogues. Nous demandons que ces boissons soient bannies. Venant Kubwayo, chef de la zone Gisenyi, confirme la mort du citoyen Faustin Ndayishimiye. Mais cette autorité administrative n'a pas voulu s'exprimer sur le commerce et la consommation de ces boissons dans la localité qui est sous sa responsabilité. Pour clore la page sécurité, les habitants de la zone Nyakabiga, commune Mukaza, nous sommes dans la mairie de Bujumbura, s'insurgent contre le comportement des policiers qui raquettent les passants pendant la nuit et au petit matin. Les habitants de cette zone demandent aux responsables de la police de les redresser. Éloge Kwizera. Les habitants de la zone Nyakabiga indiquent que le comportement de ces policiers dure depuis plus de mois. Notre source fait savoir que le quartier le plus menacé est celui de Nyakabiga 3. À part le dépouillement des passants, ces policiers volent l'argent des veilleurs qui gardent des marchandises situées près d'un petit marché de cette zone récemment démolie. Ils ont arrêté une personne qui se rendait à l'intérieur du pays pour la communion de son enfant. Elle avait une somme de 50 000 francs burundais. Ces policiers se rendent souvent tard dans la nuit, là où il y a un petit marché. Ils saccagent les veilleurs, leur exigent de s'asseoir par terre et de leur donner de l'argent. Certains donnent 2 000 francs burundais, d'autres 5 000. En fait, ils prennent tout le montant que possèdent ces veilleurs. Celui qui n'a pas d'argent se fait tabac. L'autre catégorie menacée par ces policiers est celle des commerçants du charbon. Nos sources indiquent que ces policiers prennent de force des sacs entiers qui vont par après le vendre. Oui, ces policiers sont en tenue policière. Je les ai vus moi-même pendant la nuit. Ils avaient exigé à un groupe de personnes de s'asseoir par terre. Il arrive au point de voler du charbon. Imagine-toi des policiers qui exigent aux veilleurs de leur donner un sac de charbon, arguant qu'ils n'ont aucun autre moyen de se faire de l'argent. Ils exigent à ces veilleurs de porter ces sacs qu'ils revendent par après, vu qu'ils ne les amènent pas à leur poste de tâche. Frustrés, ces habitants ont sollicité l'intervention de l'aide administrative et regrettent qu'elle n'a changé. Il y a eu une réunion dernièrement et le problème a été évoqué. On a dit au chef de quartier. Ce dernier a promis de le dire à ses supérieurs et nous avons appris qu'il a informé le chef de zone qui à son tour informe le chef de poste. Mais jusqu'à présent, cette situation persiste. La population plaide pour que ces policiers soient mutés ailleurs. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre les jeunes de Hokubwayo, le chef de zone de Nyakabiga, mais sans succès. Dans un instant, nous parlons de la semaine de la diaspora. RPA. Aujourd'hui, il y a eu lancement à Bujumbura de la semaine de la diaspora édition 2021, une initiative du ministre des Affaires étrangères. Les cérémonies d'ouverture ont été rehaussées par Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi. Jafet Lojanti Ndayishimiye, qui représente cette diaspora, a déclaré qu'ils sont engagés à soutenir et à participer dans le développement du pays. La semaine dédiée à la diaspora burundaise prendra fin ce vendredi. Et je vous le disais dans les titres, la propagation de la Covid-19 échappe de plus en plus à tout contrôle dans les districts sanitaires au nord du pays. Cela se remarque à travers l'augmentation des effectifs des cas positifs du coronavirus dans différents centres de dépistage. Les habitants de ces localités demandent avec insistance au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent. Les détails avec Francine Mahoro. Le district sanitaire du nord du pays, dont Kirundo et Kiremba, compte seulement 90% des cas positifs de la COVID-19 au niveau national. Jusqu'à présent, cette pandémie a déjà fait des victimes dans ce district depuis ce week-end.
De plus, les informations en provenance des agents chargés du dépistage indiquent que dans différents centres de Kiremba seulement, on y a détecté plus de 100 cas positifs à la COVID-19. Les sources de la RPA dans ce district révèlent qu'au centre appelé Mugozi, on y a trouvé 46, à Kiremba 45 cas positifs et à Gahororo, on y a trouvé 26 cas positifs. Actuellement, suite à l'effectif élevé des cas positifs, même ceux qui étaient confinés au lycée de Kiremba sont en train d'être envoyés chez eux pour y poursuivre leur traitement. Dans le district sanitaire de Kirundo, la situation est presque identique. Les habitants prient le gouvernement de prendre au sérieux cette pandémie en exigeant le respect des mesures barrières pour freiner cette propagation. Nous demandons aux administratifs de punir sévèrement tous ceux qui n'observent pas les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Le port du masque doit être obligatoire. Il faut aussi qu'ils multiplient les seaux dans les endroits les plus fréquentés pour que les gens puissent se laver les mains. Tout ça doit être observé pour freiner cette propagation de plus en plus fulgurante. Les agents de santé prestants au nord du pays qui se sont confiés à la RPA disent être très inquiétés par l'ampleur de cette pandémie. Certains pensent qu'il s'agit du variant Delta qui fait rage ces derniers jours dans les pays voisins comme le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Ces médecins indiquent que ce qui est encore plus grave, c'est que le nombre de cas positifs est tellement élevé qu'ils n'ont plus de place où les confiner, d'où ils les renvoyer à leur domicile avec le risque de propagation que cela implique. La situation se présente ainsi au moment où le Burundi refuse toujours l'introduction du vaccin contre la COVID-19. Restons au nord du pays. La population de la province Ngozi s'indigne des actions du régime CNDD-FDD en rapport avec la démolition des constructions anarchiques. Aujourd'hui, la RPA a fait le tour de la ville de Ngozi où les habitants dénoncent le refus de démolition des bâtiments du parti au pouvoir, construits pourtant anarchiquement. Éloge Divin Remesha nous en dit plus. Dans sa descente en province de Luyigi, Gérald Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale, est revenu sur les démolitions en cours des constructions anarchiques. Des sanctions ont été énumérées par cette autorité. Il s'est beaucoup penché sur le paiement par la population des moyens utilisés par l'État en démolissant leurs constructions anarchiques. Gérald Ndabirabe a également mis en garde ceux qui ne les démolissent pas eux-mêmes. Ils seront considérés comme ceux qui ont contracté une dette auprès de l'État. Le président de la République n'a pas prêté serment pour développer des gens qui ont construit anarchiquement dans des voiries. En aucun cas. Il y a des gens qui ont construit anarchiquement tout en pensant qu'ils n'auront pas de soucis. Si tu n'as jamais pensé à démolir de ton propre gré, gare à toi. L'État viendra démolir, mais tu payeras des indemnités de dédommagement à l'État. Tu vendras même ton autre parcelle pour payer à l'État. Et là, tu auras raisonné dans quel sens vraiment? Après ces propos du président de l'Assemblée nationale, la RPA a fait le tour de différentes localités de la ville d'Ongozi pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces démolitions. Force est de constater que certaines constructions anarchiques n'ont pas été touchées. Un constat qui laisse des doutes chez les habitants de la dite ville qui semblent ne pas comprendre ceux qui sont concernés par la mesure. On citera par exemple des permanences du parti CNDD-FDD qui n'ont pas encore été démolies. C'est le cas de la permanence de ce parti située dans la localité appelée Mugiswahili, en bas du marché central d'Ongozi, plus précisément au quartier Sikiro. Une autre permanence de ce parti, construite anarchiquement, est située sur la colline Kinyana, sur la route Kayanza-Ngozi. Sur cette même colline de Kinyana se trouve également le bureau du chef collinaire qui avait même été marqué comme maison à démolir il y a un mois, mais qui ne l'est toujours pas, nous ont indiqué certains militants du CNDD-FDD. L'autre permanence du parti CNDD-FDD, construite anarchiquement, se trouve en bas du centre CDFS Ngozi, situé en bas du palais présidentiel d'Ongozi. La RPA a pu également constater qu'une autre permanence du parti au pouvoir, située tout près du stade Mourenera, sur la route menant à la radio
radio Umucho FM dans les environs de l'université d'Ongodi n'a pas encore été démolie. Ainsi, la population continue de demander que cette mesure de démolition soit appliquée pour tout le monde, sans exception, comme les autorités ne cessent de l'annoncer. Dans quelques fractions de secondes, nous abordons la page éducation. Les enseignants de l'école d'excellence de Mousséni, commune Tangara, province Ngozi, s'insurgent contre le comportement de leur directeur qui fait avancer de classe les élèves qui ne le méritent pas. Ces enseignants indiquent que cette attitude est à l'origine du taux très bas de réussite lors de l'examen d'État. Les détails avec Elvis Nyomungere. Dans une lettre que ces enseignants ont adressée au ministère de l'Éducation le 7 juillet de cette année, il lui faut savoir les irrégularités qui ont émaillé les sessions de délibération à fin de cette année scolaire. Comme mentionné dans cette lettre est confirmée par les enseignants avec qui nous nous sommes entretenus. Ces enseignants accusent le directeur de cette école Victor Niabose d'avoir donné le droit de repêchage aux élèves non méritants en violation des instructions du ministère de l'Éducation. Ce qui, selon ces enseignants, a permis à certains élèves de réussir sans repêchage et à d'autres d'être admis au repêchage frauduleusement. En principe, révèlent ces enseignants, le règlement indique que pour avoir droit au repêchage, l'élève doit avoir eu 55%, mais le directeur, lui, a considéré que la note de 50% était largement suffisante. Toujours, lit-on dans cette lettre, ces enseignants indiquent qu'ils n'ont découvert ces magouilles qu'en deuxième délibération quand ils ont demandé à Victor Niabose de relire le règlement en rapport avec la délibération dans les écoles d'excellence, un règlement uniquement en possession du même directeur. Ces enseignants indiquent que ce directeur a essayé en deuxième délibération de faire les mêmes magouilles pour laisser les élèves réussir avec 50%, alors que le règlement parle de 60% en cours principaux et 55% dans les cours secondaires. Les enseignants ont alors gardé les copies des élèves, ce que ce directeur n'a pas digéré et les ont mis à la porte. Victor Niabose, directeur de cette école, a alors décidé de laisser réussir tous les élèves qui ont fait le repêchage à leur attribuer une note de 60%, ce qui a poussé ces enseignants à saisir le ministère de l'Éducation selon l'article 36 paragraphe D qui stipule qu'en cas de défaillance, le ministère de tutelle ou son délégué se réserve le droit d'intervenir pour faire prévaloir la loi. Un de ces enseignants avec qui nous nous sommes entretenus révèle que, je cite, nous, les enseignants des écoles d'excellence, nous avons un contrat avec l'État qui nous a engagés selon lequel nous devons nous assurer que le taux de réussite dans l'examen d'État soit supérieur ou égal à 65%, faute de quoi nous verrons nos contrats résiliés. Si donc le directeur se met à avancer de classe les élèves qui ne méritent pas, les conséquences nous tombent d'ici car ils ne peuvent en aucun cas parvenir à avoir cette note dans l'examen d'État. D'où nous avons saisi le ministre pour qu'il intervienne fait de station. Cet enseignant demande en effet au ministre de l'Éducation de redonner la reprise de toutes les délibérations afin qu'ils réussissent ceux qui en ont le mérite pour que les objectifs de l'État en rapport avec les écoles d'excellence soient atteints. Pour clore ce journal, parlons de ces jeunes diplômés de différents coins du Burundi en situation de chômage qui se lamentent du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir des crédits auprès des banques faute d'hypothèque. Ces jeunes chômeurs demandent la banque d'investissement des jeunes de leur faciliter la tâche en supprimant cette exigence. Le point avec Eric Nyonzima. Certains jeunes diplômés de différents coins du Burundi qui sont en situation de chômage affirment qu'ils ont abandonné les procédures habituelles de demande d'emploi car, disent-ils, ils ont constaté que les recrutements avantagent les jeunes affiliés au parti au pouvoir. Certains de ces jeunes chômeurs ont alors décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et le commerce. Un parmi ces jeunes affirme que la banque d'investissement des jeunes BIG ne les aide en rien sous prétexte qu'ils n'ont aucune hypothèque à déposer afin d'avoir droit au crédit. On a créé au Burundi une banque dont l'objectif était d'épauler les projets de la jeunesse burundaise. Mais malheureusement, les jeunes n'ont pas profité de cette dernière. En réalité, cette nouvelle banque n'est pas au service des jeunes. Connaissons tous le système bancaire. Ils travaillent pour engager des intérêts, mais il faut qu'ils sachent que les jeunes n'ont pas d'hypothèque exigée par les banques.
Ces jeunes chômeurs demandent à la banque PIG de faire en sorte que tous les jeunes y aient l'accès sans distinction aucune. Ils demandent également que la BIG leur facilite la tâche en supprimant la condition sine qua non d'hypothéquer des biens pour avoir un crédit. La banque BIG est avantageuse pour les jeunes affiliés au parti CNDD-FDD, comme ça a été le cas des coopératives Sangwe. Il faut que cette banque donne l'opportunité à toute la jeunesse et qu'on abolit le système d'hypothèque. À propos de ces grognes, nous n'avons pas encore pu joindre le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'ambassadeur Ezekiel Nibigira, pour de plus amples éclaircissements. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 juillet 2021. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.